S'il vous plaît, ne les laissez pas me tuer. Les larmes ruisselaient sur le visage de la petite sirène qui se débattait dans le tambour. Les pêcheurs l'avaient capturée. Demain, ils la vendraient au roi. Demain, elle mourrait. Mais une femme a entendu ses cris cette nuit-là. Une femme a ouvert ce tambour. Et ce qu'elle a fait ensuite lui a tout coûté. Avant de tout lui rendre, indiquez votre localisation ci-dessous. D'où regardez-vous cette vidéo? Et auriez-vous sauvé la sirène? Cette histoire vous laissera sans voix. Plongeons-nous dedans. Adana était magnifique. Trop belle, murmuraient certains. À 15 ans, les prétendants faisaient la queue devant la propriété de son père, apportant en cadeau des ignames, du vin de palme et des noix de cola. À 20 ans, Deaum venait de villages lointains pour la demander en mariage. À 25 ans, la hutte de son père débordait de demandes en mariage. Mais il y avait toujours quelque chose qui tournait mal. Le premier prétendant, venu avec sa famille, tomba soudainement malade la veille du mariage traditionnel. Il guérit, mais refusa de poursuivre la cérémonie, affirmant avoir vu un mauvais présage en rêve. La mère du second prétendant mourut subitement. Il dut rentrer chez lui pour faire son deuil et ne revint jamais. Le troisième prétendant changea tout simplement d'avis sans explication, comme si quelque chose d'invisible lui avait murmuré des avertissements à l'oreille. Ils arrivaient les uns après les autres. Ils repartaient les uns après les autres. Quand Adana eut 35 ans, les demandes en mariage cessèrent. Les anciens du village secouaient tristement la tête. Les jeunes filles murmuraient qu'elles devaient être maudites. Les mères conseillaient à leurs fils de se tenir à l'écart d'elles. Peut-être que les esprits ne veulent pas que tu te maries, dit son père un soir, la voix empreinte de résignation. Peut-être est-ce là ton destin. Ce jour-là, le cœur d'Adana se brisa. Elle n'avait rien fait de mal. Elle était aimable, travailleuse, respectueuse. Elle cuisinait bien, cultivait bien la terre et traitait tout le monde avec chaleur. Pourtant, le mariage, ce que chaque femme de son village était censée accomplir, lui restait à jamais inaccessible. À 40 ans, Adana prit une décision difficile. Elle quitta la maison paternelle et construisit sa propre petite cabane à la lisière du village. Si elle ne pouvait être épouse, elle serait au moins indépendante. Elle vivrait de sa seule force, ne rendrait de compte à personne et accepterait sa solitude. Chaque matin, alors que le ciel était encore sombre et que les coqs n'avaient pas encore chanté, Adana se réveillait. Elle nouait son pagne autour de sa taille, posait son grand pot en terre cuite sur sa tête et parcourait le long chemin jusqu'à la rivière. La rivière était sa seule compagne durant ces heures calmes, avant l'aube. Le murmure de l'eau sur les rochers l'apaisait. La fraîcheur de la brume qui s'élevait de la surface lui caressait la peau comme de doux doigts. Là, seule, elle n'avait pas à subir les regards de pitié, ni à entendre les chuchotements. Elle ignorait que sa routine matinale allait changer sa vie à jamais. Dans ce village, la pêche était bien plus qu'un simple moyen de se nourrir. C'était une quête de fortune. Chaque pêcheur qui jetait son filet dans la rivière espérait secrètement une seule chose: attraper une sirène. Les sirènes étaient d'autres sacrées, puissantes et extrêmement rares. Leurs écailles, réduites en poudre, servaient à confectionner des amulettes protectrices. Leurs larmes pouvaient guérir les maladies incurables. Leur sang pouvait rendre la jeunesse perdue. Leurs eaux pouvaient enrichir un pauvre et fortifier un faible. Le roi avait besoin de sirènes pour asseoir son autorité et prolonger son règne. Les riches marchands les convoitaient pour accroître leur fortune. Les prêtres les recherchaient pour de puissants rituels. Tous désiraient des sirènes, mais rares étaient ceux
qui en apercevaient une, et encore plus rares ceux qui en capturaient une. C'est pourquoi les pêcheurs sortaient à minuit, quand la lune était haute et que le fleuve murmurait des secrets. C'est alors que les sirènes s'approchaient le plus de la surface, chantant des chansons que seuls ceux qui tendaient l'oreille pouvaient entendre. Cette nuit-là, un groupe de 5 pêcheurs pagaillait silencieusement sur l'eau sombre. La lune projetait une lueur argentée sur les ondulations. L'air était chargé d'une attente palpable. « Ce soir, murmura le pêcheur le plus âgé, « je le sens, ce soir, on en attrape un. » Ils jetèrent leur filet au loin, le laissant s'enfoncer profondément dans les profondeurs obscures du fleuve. Ils attendirent, puis le filet a tressauté violemment. « Tirez !» cria l'aîné. « Tirez !» Les 5 hommes hauts s'agrippèrent aux cordes et tirèrent de toute leur force. Le filet était lourd, plus lourd que n'importe quel poisson, plus lourd que tout ce qu'ils avaient de pêché auparavant. Leurs muscles les brûlaient, leurs mains saignaient à cause du frottement des cordes, mais ils continuèrent à tirer. Finalement, le filet a fait surface, et à l'intérieur, une sirène, mais pas une adulte. C'était une enfant, une petite fille aux écailles scintillantes comme des pierres précieuses, les yeux écarquillés de terreur, les petites mains agrippées désespérément au filet. « On l'a fait !» a crié un pêcheur. « On en a vraiment attrapé un !» Ils hissèrent la jeune sirène à bord de leur barque. Elle se débattait et pleurait, tentant de s'échapper, mais le filet la retenait fermement. Ses larmes, telles des perles liquides, ruisselaient sur son visage. « C'est, s'il vous plaît, » supplia la petite sirène d'une voix qui résonnait comme un carillon. « Laissez-moi partir. Ma mère m'attend. Je vous en prie. » Mais les pêcheurs n'écoutèrent pas. Ils ne voyaient que la fortune qu'elle représentait. Ils voyaient la récompense du roi, la fin de leur misère, le respect qu'ils recevraient. Enfin, ils trouvèrent un grand fût près de la rive, un fût servant à stocker l'eau. Ils le remplirent à moitié d'eau de la rivière. Ils déposèrent la jeune sirène et le scellèrent avec un lourd couvercle en bois. « Nous l'emmènerons au roi dès demain matin, » dit le plus vieux pêcheur, les yeux brillants de convoitise. « Cette nuit, nous la gardons à tour de rôle. Personne ne touche à ce tambour. Personne. » Mais l'excitation retombée, la fatigue s'installant, les pêcheurs décidèrent de rentrer chez eux et de revenir à l'aube. Après tout, qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Le tambour était scellé. La sirène était prisonnière. Leur fortune était assurée. Ils sont partis, imaginant déjà leur nouvelle vie de richesse et de respect. À l'intérieur du tambour, la petite sirène se recroquevilla sur elle-même et pleura en silence dans l'obscurité. Adana s'est réveillée encore plus tôt que d'habitude ce matin-là. Elle avait beaucoup de tâches ménagères à accomplir avant d'aller au marché, et elle avait besoin de plus d'eau aujourd'hui pour laver son linge. Le chemin menant à la rivière lui était si familier qu'elle aurait pu le parcourir les yeux fermés. Les mêmes arbres, les mêmes rochers, les mêmes bruits de créatures nocturnes regagnant leur cachette avant l'aube. Mais alors qu'elle approchait de la rive, elle entendit quelque chose d'inhabituel, des pleurs étouffés, comme ceux d'un enfant qui sanglote à travers un tissu. Adana s'arrêta et tendit l'oreille. Le bruit revenait, faible mais désespéré, venant des environs des gros rochers du rivage. « Allô » appela-t-elle doucement. « Il y a quelqu'un ?» Les pleurs cessèrent sans pas brusquement, remplacés par un silence complet. Le cœur d'Adana se mit à battre plus vite. Son instinct lui criait de se mêler de ses affaires, d'aller chercher de l'eau et de rentrer chez elle. Dans ce village, se mêler d'affaires mystérieuses ne pouvait qu'attirer des ennuis. Mais les pleurs recommencèrent, encore plus déchirants qu'avant. Adana ne pouvait pas s'en aller.
Elle avait toujours été ainsi, trop sensible, trop prompte à aider, incapable d'ignorer la souffrance même quand il aurait été plus sage de le faire. Elle suivit le son en contournant les gros rochers et trouva le tambour. Il était hermétiquement fermé, mais les pleurs provenaient sans aucun doute de l'intérieur. « Allô » dit Adana en collant son oreille contre le tambour. « Qui est là-dedans ?»« À l'aide » s'écria une petite voix terrifiée. « S'il vous plaît, aidez-moi, ils vont me tuer !» Les mains d'Adana tremblaient, tandis qu'elle luttait contre le lourd couvercle en bois. Il était fermement coincé, mais elle tira de toutes ses forces. Finalement, il se détacha dans un grincement sonore. Elle souleva le couvercle et regarda à l'intérieur. Une petite fille la fixait du regard, mais ce n'était pas une fille humaine. Même dans la faible lumière de l'aube, Adana pouvait distinguer les écailles scintillantes, les doigts palmés, la queue qui luisait d'une lumière surnaturelle. Un enfant, sirène, capturé et piégé comme un animal. « S'il vous plaît, » murmura la petite sirène, la voix brisée. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je veux juste rentrer chez ma mère. » Le cœur d'Adana se brisa. Ce n'était ni un monstre ni un trophée. C'était une enfant terrifiée, loin de chez elle, face à la mort. « Comment es-tu arrivée ici ?» demanda doucement Adana. En larmes, la petite sirène expliqua. Les pêcheurs l'avaient prise dans leur filet. Ils comptèrent la vendre au roi au lever du soleil. Elle serait tuée, son corps utilisé pour des rituels et de la magie. Nous étions nombreux, sanglota la petite sirène. Mon peuple peuplait ces rivières. Mais les humains nous chassent. Ils nous piègent, ils nous tuent pour nos écailles et nos os. Maintenant, nous ne sommes plus que quelques-uns. Ma mère a déjà perdu 2 de mes sœurs. Si je meurs aussi... » Sa voix se brisa complètement. Adana regarda cet enfant vivant, respirant, sensible, et sut ce qu'elle devait faire. Peu importait que les sirènes aient de la valeur. Peu importait la fureur des pêcheurs. Peu importait la déception du roi. C'était une vie, une jeune vie, qui méritait de grandir auprès de sa mère. « Viens !» dit Adana d'un ton ferme, en plongeant la main dans le tambour. « Laisse-moi t'aider. » Les yeux de la petite sirène s'écarquillèrent d'espoir et d'incrédulité. « Vous êtes en train de me libérer ?»« Oui, vite, avant que quelqu'un n'arrive. » Adana aida la petite sirène à sortir du tambour. L'enfant était plus lourde qu'elle ne l'avait imaginé, sa queue glissante et difficile à saisir. Mais ensemble, elles atteignirent le bord de l'eau. « Merci, » dit la petite sirène, les larmes coulant toujours sur ses joues, mais des larmes de gratitude désormais, non plus de peur. « Merci, gentil humain, vous m'avez sauvé la vie alors que vous n'y étiez pas obligé. Vous êtes différent des autres. Vas-y, insista Adana. Vas-y vite avant qu'il ne revienne. » La petite sirène s'arrêta au bord de l'eau et se retourna. Elle posa sa petite main mouillée sur le bras d'Adana. « Le peuple de l'eau n'oublie pas la bonté, » dit-elle solennellement. « Nous nous souvenons de chaque acte de compassion dont nous avons bénéficié. Ce que vous avez fait aujourd'hui ne sera pas oublié. Quand vous aurez le plus besoin d'aide, quand tout semblera perdu, souvenez-vous de ce moment. L'aide viendra. » Avant qu'Adana puisse réagir, la petite sirène se glissa dans la rivière sans presque faire d'éclaboussure. Un instant, Adana la vit s'éloigner, sa queue créant des reflets argentés à la surface de l'eau. Puis elle disparut, engloutie par les profondeurs. Adana resta là, le cœur battant la chamade, réalisant soudain la gravité de son geste. Elle avait libéré le trésor des pêcheurs. Elle avait rendu au fleuve une véritable fortune. Mais elle n'éprouvait aucun regret, seulement du soulagement. Elle remplit rapidement sa cruche d'eau et se mit en route pour le village, espérant que personne ne saurait jamais ce qui s'était passé.
Mais le destin en avait décidé autrement. Un des pêcheurs, un jeune homme, nommé Ike, avait oublié ses hameçons près du tambour. Il revint juste au moment où Adana quittait les lieux. Il la vit s'éloigner de l'endroit où le tambour était caché, sa cruche d'eau sur la tête, se déplaçant rapidement dans la brume matinale. Ike n'y prêta pas attention au début. Beaucoup de gens étaient venus au bord de la rivière. Mais la hâte de son pas éveilla sa curiosité. Il alla vérifier le tambour. Le couvercle était enlevé. Le fût était vide. La sirène avait disparu. Non, murmura Ike, fixant le fût vide avec horreur. Non, non, non. Il n'avait pas vu Adana libérer la sirène. Il ignorait ce qui s'était passé exactement. Mais il l'avait vue là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et cela lui suffisait. Au lever du soleil, les pêcheurs arrivèrent sur les rives du fleuve, riant et se félicitant les uns les autres. Les plus âgés portaient du vin de palme frais pour fêter l'événement. Un autre apporta un magnifique tissu pour envelopper la sirène avant de la présenter au roi. Ils s'approchèrent du tambour avec enthousiasme et s'arrêtèrent net. Le couvercle fut retiré. Le tambour était vide, leur fortune avait disparu. « Que s'est-il passé » rugit l'aîné, le visage déformé par la rage et l'incrédulité. « Où est-elle » La panique s'empara des pêcheurs. Ils criaient les uns sur les autres, s'accusant, se défendant, fouillant désespérément les environs, comme si la sirène pouvait encore s'y cacher. Alors Ike prit la parole. « J'ai vu quelqu'un, dit-il à voix basse. Tôt ce matin, je suis revenu chercher mes hameçons. J'ai vu une femme s'éloigner d'ici. C'était Adana, la femme célibataire qui vit seule. » Tous les regards se tournèrent vers lui. « En êtes-vous certain » demanda l'aîné. « Je l'ai vue. Elle était la seule personne présente. Elle a dû le libérer. » La douleur des pêcheurs se mua aussitôt en fureur. Ils avaient perdu toute leur fortune à cause d'une femme indiscrète. Cela ne pouvait rester impuni. Ils marchèrent directement vers le palais du roi. Le roi avait déjà appris la capture de la sirène. Il avait prévu une récompense somptueuse pour les pêcheurs. Il avait invité ses prêtres à entamer les préparatifs du rituel qui lui rendrait son pouvoir. Son enthousiasme était immense. Alors, lorsque les pêcheurs arrivèrent et lui annoncèrent que la sirène s'était échappée et qu'une femme en était responsable, sa déception se transforma en une rage froide. « Amenez-la-moi » ordonna le roi, immédiatement. Les gardes royaux trouvèrent Adena au marché, où elle vendait les légumes qu'elle avait cueillis dans son petit jardin. Ils la saisirent brutalement par les bras, renversant son panier et dispersant sa récolte sur le sol. « Vous êtes convoqué par le roi » annonça à haute voix le chef des gardes, s'assurant que tous les présents sur le marché l'entendent. « Vous êtes accusé d'avoir libéré une sirène captive. » Des murmures d'effroi parcoururent la foule. Les gens s'écartèrent d'elle, comme si sa malchance était contagieuse. Le cœur d'Adana se serra tandis qu'on la traînait à travers le village, sous les regards insistants, devant des gens qui l'avaient connue toute sa vie, mais qui la regardaient maintenant comme une étrangère. Au palais, elle fut contrainte de s'agenouiller devant le trône du roi. Les pêcheurs, à l'écart, la fusillaient du regard. Le conseil du roi siégeait, le visage sévère et impitoyable. « Adana » tonna la voix du roi dans la salle. « Tu es accusé d'avoir libéré une sirène qui appartenait légitimement à ces pêcheurs et à ce royaume. Qu'as-tu à dire ?» Adana aurait pu mentir. Elle aurait pu tout nier. Ike ne l'avait pas vue libérer la sirène. Il l'avait seulement aperçue près du tambour. Mais Adana n'avait jamais été une menteuse. Et elle n'avait pas honte de ce qu'elle avait fait. « Je l'ai libérée » dit Adana d'une voix claire. « C'était une enfant, votre majesté. Une petite fille apeurée qui appelait sa mère.
Je ne pouvais pas la laisser mourir. Un silence pesant s'installa dans la salle. Puis, le roi éclata d'un rire amer et colérique. « Tu ne pouvais pas la laisser mourir ?» répéta-t-il d'un ton moqueur. « Et mon royaume? Et les pécheurs qui ont peiné à la capturer? Et les rituels qui auraient béni notre terre? Tu as préféré la vie d'une créature marine au bien-être de ton peuple. Ce n'était pas un poisson, votre majesté, dit Adana d'une voix douce. C'était un être vivant qui ressentait la peur et la douleur. Elle a imploré ma pitié. Je lui ai donné ce que toute mère souhaiterait pour son enfant, une chance de vivre. Le visage du roi s'assombrit. Ta faiblesse de cœur a coûté très cher à ce royaume. Une telle folie ne saurait rester impunie. Il se leva et toute la salle retint son souffle. Adana, tu es banni de ce village. Tu as 24 heures pour rassembler tes affaires et partir. Si on te trouve sur notre territoire, après le coucher du soleil demain, tu seras emprisonné. Va-t'en, tu n'es plus la bienvenue ici. Adana traversa le village, hébétée, bannie, chassée du seul foyer qu'elle ait jamais connu. Les gens avec qui elle avait vécu pendant 40 ans lui tournèrent le dos à son passage. Les femmes qui l'avaient jadis accueillie chaleureusement rentrèrent leurs enfants à l'intérieur. Les hommes avec qui elle avait grandi détournèrent au condamnèrent le regard, faisant semblant de ne pas la voir. Elle retourna à sa petite hutte et rassembla ses quelques affaires, des vêtements, une marmite, sa natte, un petit sac de maïs séché. Tout ce qu'elle possédait tenait dans un seul paquet qu'elle pouvait porter sur sa tête, alors que le soleil se couchait sur son dernier jour au village. Adana jeta un dernier regard à sa hutte, au petit jardin qu'elle avait cultivé, au chemin familier qu'elle avait emprunté chaque matin. Puis elle se retourna et s'éloigna vers l'inconnu. Elle voyagea pendant 2 jours, suivant la route principale qui reliait les villages. La nuit, elle dormait sous les arbres, sa natte étendue sur le sol dur, les yeux rivés sur les étoiles qui semblaient différentes dans ce territoire inconnu. Elle arriva dans un village voisin épuisé, affamé et complètement seule. Elle avait un peu d'argent de côté, mais pas assez pour se loger ou acheter de quoi manger. Pendant 7 jours, Adana s'est retrouvée sans abri. Elle dormait dans le quartier du marché, blottie contre les murs, essayant de se faire oublier. Le jour, elle s'asseyait dans un coin, observant la vie qui continuait autour d'elle. Des familles qui riaient, des enfants qui jouaient, des gens qui vaquaient à leur occupation, tandis qu'elle n'avait rien. C'était le pire moment de sa vie. 40 ans, célibataire, sans domicile fixe, bannie, oubliée. La nuit, elle pleurait en silence, se demandant si elle avait commis une terrible erreur. Aurait-elle dû simplement passer son chemin devant ce tambour? Aurait-elle dû se mêler de ses affaires? Sa compassion avait-elle ruiné sa vie? Mais même dans ses moments les plus sombres, lorsqu'elle fermait les yeux, elle pouvait encore voir le visage de cette petite sirène, la terreur, les larmes, la gratitude lorsqu'elle réalisait qu'elle était libérée. Non, pensa Adana, je le referai. Certaines choses valent la peine de tout perdre. Le 8e jour, passé à dormir dans la rue, un homme remarqua Adana. Il s'appelait Obi, et c'était un veuf qui vivait seul dans une modeste propriété. Il voyait cette femme depuis plusieurs jours, dormant sur le marché, l'air chaque matin plus fatigué et abattu. « Ma sœur » l'appela-t-il doucement. « Vous n'êtes pas de ce village, n'est-ce pas ?» Adana leva les yeux vers lui avec méfiance. Elle avait appris à se méfier de tout le monde, mais son visage était bienveillant, son regard soucieux plutôt que critique. « Non, répondit-elle. Je viens du village voisin. J'ai dû partir. » Obi acquiesça sans insister. « Vous dormez ici depuis plusieurs jours.
Ce n'est pas sûr pour une femme seule. J'ai de la place dans ma propriété. Accepteriez-vous de m'héberger? Adana le regarda avec incrédulité. Après tous ces rejets, toutes ces portes qui se fermaient devant elle, voilà qu'un inconnu lui offrait son aide. Je n'ai aucun moyen de vous payer, a-t-elle admis. Je ne demande pas d'argent, a simplement déclaré Obi. J'offre l'hospitalité. Dans ma culture, on ne laisse pas les gens souffrir quand on a les moyens de les aider. Les yeux d'Adana se remplirent de larmes, les premières larmes de soulagement qu'elle versait depuis des semaines. Obi lui offrit une petite hutte dans sa propriété. Simple mais propre, elle était dotée d'un toit solide et d'une natte confortable. Il lui apporta à manger de la bouillie d'igname chaude à l'huile de palme, des légumes frais et de l'eau potable. Pour la première fois depuis son bannissement, Adana se sentit à nouveau humaine. Les jours se transformèrent en semaines et Adana aidait Obi dans sa propriété pour lui témoigner sa gratitude. Elle préparait les repas, s'occupait de sa petite ferme, balayait la cour et allait chercher de l'eau. Obi protesta d'abord, mais elle insista. Elle ne pouvait pas simplement prendre sans rien donner en retour. Ils commencèrent à parler pendant les repas. Obi lui parla de sa défunte épouse, décédée 3 ans auparavant en couche, emportant avec elle leur enfant à naître. Depuis, il vivait seul, travaillant dans sa ferme et menant une vie paisible, repliée sur lui-même. Adana lui raconta sa vie, ses mariages ratés, sa solitude et enfin, la raison de son bannissement. Elle s'attendait à ce qu'il la juge, qu'il regrette de l'avoir accueillie. Au lieu de cela, Obi sourit. Vous avez sauvé un enfant d'une mort certaine, et ils vous ont puni pour cela? Alors ce sont des imbéciles, et leur perte est notre gain. 3 mois passèrent. Adana ressentit une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle avait un foyer, une amie, un but dans la vie. Puis, un soir, alors qu'ils étaient assis dehors, à regarder le coucher du soleil, Obi s'éclaircit nerveusement la gorge. Adana, commença-t-il, j'ai quelque chose à te demander. Tu peux refuser, je ne m'en offenserai pas. Mais je dois te dire ce que j'ai sur le cœur. Adana se tourna vers lui, curieuse. Je suis un homme simple, poursuivit Obi. Je suis peu riche et je ne suis plus tout jeune. Mais je suis honnête, travailleur et je vous traiterai avec respect et attention. Adana, accepteriez-vous de devenir ma femme? Adana eut le souffle coupé. Le mariage, ce qui lui avait été refusé pendant 40 ans, ce qu'elle avait cessé d'espérer. Pourquoi, murmura-t-elle, pourquoi voudriez-vous m'épouser? Je suis trop vieille. Je suis bannie. Je suis... Tu es gentille, l'interrompit doucement Obi. Tu es travailleuse. Tu as assez de compassion pour tout risquer pour l'enfant d'une inconnue. Ce sont les qualités qui font une bonne épouse et une bonne personne. L'âge n'a pas d'importance. Ton passé n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qui tu es maintenant, et qui tu es est remarquable. Les larmes coulaient sur le visage d'Adana. Oui, dit-elle, oui, je t'épouserai. Leur mariage était intime et simple, bien loin des cérémonies fastueuses dont Adana avait rêvé dans sa jeunesse. Mais il était empreint d'une joie sincère, les amis et voisins d'Obi célébrant leur union. Le soir de ses noces, allongée auprès de son époux, Adana repensait à l'étrange périple qui l'avait menée jusque-là. Elle avait tout perdu, sa maison, son village, sa réputation. Mais dans cette perte, elle avait gagné quelque chose qu'elle pensait ne jamais obtenir. Un mari qui l'aimait pour ce qu'elle était vraiment. Moins d'1 mois plus tard, Adana se réveilla avec une sensation étrange. Des vagues de nausée la submergèrent dès qu'elle tenta de se lever. Elle se sentait étourdie et d'une fatigue qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Au début, elle a dit la crue à une maladie,
Mais les jours passant et les symptômes persistants, une possibilité a commencé à germer dans son esprit, une possibilité si incroyable qu'elle avait peur d'espérer. Elle alla voir la sage-femme du village, une vieille femme qui avait mis au monde des centaines de bébés au cours de sa vie. La sage-femme l'examina attentivement, posa la main sur son ventre, étudia ses yeux et sa peau. Puis elle sourit, un sourire entendu et joyeux. « Mon enfant, dit la sage-femme, tu es enceinte. » Adana ne pouvait plus respirer, elle ne pouvait plus parler, elle ne comprenait pas les mots. « Enceinte, murmura-t-elle finalement. Mais j'ai 40 ans, je n'ai jamais. Je pensais que je ne pourrais pas. Le ventre de la mère ne connaît pas d'âge, dit chaleureusement la sage-femme. Quand le moment sera venu, la vie trouvera son chemin. Vous portez un enfant, ma chère, un enfant en pleine santé et fort. Adana rentra chez elle hébétée. Lorsqu'elle raconta son histoire à Obi, il la souleva du sol et la fit tournoyer, riant de joie. 9 mois s'écoulèrent dans un tourbillon de préparatifs et d'émerveillement. Le ventre d'Adana s'arrondit et se remplit. Elle sentait le bébé bouger et donner des coups de pied en elle, chaque mouvement étant un petit miracle. Et puis, par une belle matinée, le travail commença. Tout s'est passé vite et intensément. En quelques heures, Adana poussait, criant de douleur et d'effort, entourée de la sage-femme et des femmes du quartier venues lui prêter main forte. Encore un effort, encouragea la sage-femme. Votre bébé arrive. Dans un dernier effort puissant, Adana donna naissance. C'est un garçon, annonça la sage-femme en brandissant le nourrisson qui hurlait. Un magnifique petit garçon en pleine santé. Obi entra précipitamment dans la pièce, le visage baigné de larmes. Il regarda son fils, puis Adana, et son expression ne trahissait que de l'amour et de la gratitude. Alors qu'Adana tenait son nouveau-né dans ses bras, sentant son poids chaud contre sa poitrine, entendant ses cris puissants, elle se souvint soudain, la petite sirène. Quand vous aurez le plus besoin d'aide, quand tout semblera perdu, souvenez-vous de ce moment. L'aide viendra. Adana comprit alors. Elle avait sauvé cette enfant sirène alors qu'elle n'avait rien à y gagner et tout à y perdre. Elle avait fait preuve de compassion quand le monde ne lui témoignait que cruauté, et les gens de l'eau avaient tenu leur promesse. Son bannissement l'avait conduite jusqu'à Obi. Sa perte s'était transformée en bénédiction. Son acte de bonté lui avait été rendu au septuple. « Merci, murmura Adana, en regardant par la fenêtre vers la rivière lointaine qu'elle ne pouvait voir. « Eberisala, merci d'avoir tenu ta promesse. Merci pour ce miracle. » Elle baissa les yeux vers son fils. Ses petits doigts enlacés autour des siens, son visage parfait, ce cadeau impossible qu'elle n'aurait jamais cru recevoir. Elle avait perdu son village, mais elle avait gagné une famille. Elle avait perdu sa maison, mais elle avait trouvé l'amour. Elle avait tout perdu, mais elle avait gagné ce qui comptait vraiment. Et quelque part, au fond du fleuve, une petite sirène nageait aux côtés de sa mère, vivante parce qu'une femme avait choisi la compassion plutôt que la fortune, la miséricorde plutôt que la richesse, la bonté plutôt que la sécurité.